Bonjour et bienvenue dans ce 20e Quantum. Et oui, on ne nous arrête plus et on n'arrête plus surtout Olivier et surtout l'activité et l'actualité quantique. À croire que l'automne est la saison qui permet voilà, de sortir plein de choses. L'année dernière, on avait eu la suprématie de Google, IBM et ses 53 qubits et les Chinois avec leur échantillage de bosons à base de qubits photons. Et bien là, c'est le déluge. Il y a Olivier qui frétille de vous en parler. J'espère que je vais le tenir en une demi-heure parce que je vous avoue qu'on a 2 pages et demie de synopsis, de quoi nous occuper 2 ou 3 jours en fait. Voilà, on va commencer par l'agenda des événements qui a été aussi bien garni. Ça s'active, tout le monde parle, tout le monde avance et malgré le Covid, l'écosystème quantique est très actif, aussi bien dans des webinaires que dans des événements en chair et en os. Qui font beaucoup de bien, surtout Olivier qui est content de retrouver des gens humains. Exactement. Voilà, il faut porter le masque, donc ça donne des conférences assez surréalistes où il faut bien rester concentré et avoir une bonne prise de son puisqu'on ne peut pas voir les lèvres des gens. Mais ça se passe bien et c'est toujours aussi passionnant. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a déjà eu le dernier podcast Décode Quantum sur French Web avec Philippe Duluc et Cyril Lalouche d'Atos. Ça avait été enregistré en juin, mais on a repris la diffusion là à l'automne avec une première avec celle d'Alain Aspect. Et on vous mettra le petit lien à écouter. Est-ce que tu veux faire un petit commentaire sur cette émission, Olivier? J'ai prévu de faire un article là-dessus pour décrire un peu en détail la stratégie d'Atos qui n'est pas toujours bien comprise par les uns et les autres. Donc, Philippe et Cyril l'expliquent très bien avec une approche logicielle, une approche d'émulation avec des machines, avec un service en cloud, avec un logiciel qu'on peut exécuter chez soi. Et à terme, la volonté d'intégrer un accélérateur quantique probablement tierce partie dans leur offre. Donc, ça résume ce qu'ils font. Voilà, donc ça, c'est ce qu'ils font et c'est ce que tu mettras dans ton article. Ce qu'il y a d'intéressant dans les Decode Quantum, c'est qu'on découvre les gens derrière les personnalités et pourquoi ils en sont venus au quantique. Et ces deux personnes sont tout à fait intéressantes aussi à découvrir. Voilà, c'est comment on devient passionné de quantique et on va s'activer tous les neurones sur un sujet comme ça, surtout quand à l'époque, ce n'était pas à la mode. On continue avec le Women in Quantum Summit qui a été organisé les 29 et 30 septembre dernier. Il y avait une intervention d'Elvira Chichenina que nous allons bientôt accueillir dans Décode Quantum aussi. Tout à fait. Voilà, c'était une initiative mondiale pilotée par Denise Ruffner de la start-up anglaise CQC. Donc voilà, pareil, on vous mettra le petit lien pour revoir tout ça. Et puis sinon, Olivier aussi est intervenu forcément, puisque c'est notre spécialiste en la matière, dans une soirée des alumni de Centrale Supélec sur les enjeux de l'informatique quantique. C'était le 23 septembre à Paris. C'était une conférence de 1h11 enregistrée. J'aime bien la durée exacte que tu me mets. C'est la durée de la vidéo de l'enregistrement. Voilà, c'est précis. Sachant que j'avais eu la possibilité de faire des questions-réponses pendant le dîner qui n'ont pas été enregistrées, donc qui étaient pour le privilège de la 40 personnes qui étaient là. Et j'ai testé en fait dans cette conférence une façon d'expliquer l'informatique quantique plutôt à des ingénieurs du numérique. En 1 heure, on a quand même le temps de couvrir pas mal de sujets. J'ai essayé d'expliquer ce que c'était que la sphère de blocs, la superposition, le calcul, les algorithmes, décortiquer un peu l'ingénierie des systèmes quantiques et même eu le temps de parler à la fin de l'écosystème et des hommes et des femmes du quantique en France. Bon, en tout cas, tout ça, la conf, vous pouvez la retrouver. Ce qu'il y a eu de dîner, un peu moins, mais c'est pas grave, vous aurez déjà plein d'infos là-dessus. Et puis maintenant qu'on a parlé de ce qui s'est passé, on va parler de ce qui vient. Et il y a quand même de quoi faire. Il y a aussi quelques événements à venir. Il y a la relance du Lab Quantique avec la première session de cette saison qui sera le 13 octobre sur les écosystèmes quantiques. C'est toujours intéressant parce que ça rassemble des intervenants internationaux. Là, il y aura un intervenant de Berkeley, Irfan Siddiqui. Et alors, je vais essayer Michel Kurek, qui est tout à fait. un X. C'est un polytechnicien qui a fait une très belle étude de marché sur les brevets et à l'échelle mondiale sur les technologies quantiques. Alors, c'est très très dur d'inventailler tous les brevets, mais il a fait un travail assez remarquable qui permet de savoir où on en est. Bon, c'est une bonne chose, c'est toujours bien de connaître ces petits détails-là.
Et puis, il y a eu aussi il y aura la conférence Minalogique le 16 octobre à Grenoble, où Olivier fera une keynote le matin sur l'ingénierie quantique avec la fameuse Alexia Ofev. On vous conseille toujours aussi d'aller réécouter son interview sur le Decode Quantum. La conférence dure toute la journée en physique à Grenoble, mais sera aussi en webinar. C'est une bonne mise en bouche sur le calcul quantique en couvrant à la fois les dimensions matérielles et logicielles. Vous aurez aussi des interventions de chercheurs et aussi d'entreprises telles que Atos, IBM, Total et des startups comme Qubit Pharma ou Absolute Systems. C'est destiné à qui en particulier toute cette conf, hein? C'est plutôt destiné aux entreprises à l'échelle nationale, puisque à l'origine c'était pour la région Rhône-Alpes, mais maintenant que c'est en webinar, c'est tout le monde. Donc les entreprises de toute taille, plutôt du monde des technologies ou de l'industrie, qui s'intéressent aux usages potentiels du calcul quantique dans leurs applications, qui essayent de faire de la veille technologique. Et puis, ça peut intéresser des étudiants, ça peut intéresser des ingénieurs dans le numérique ou dans d'autres domaines. Je dirais que c'est destiné à un public large. Et contrairement aux conférences où on explique tout le quantique en une demi-heure ou une heure, là, on a une journée, ce qui permet de rentrer un peu plus dans le détail. Donc, c'est sympathique. Bon. En tout cas, voilà, on vous met aussi le lien. Et c'est pas fini, il y a encore d'autres choses. C'est dingue cet automne, hein. Il y a du quantique partout. L'événement Quantum Computing in Paris-Saclay, eh bien oui, parce que Paris-Saclay n'est pas en reste sur le domaine. Ça se passera à Versailles le 20 octobre avec l'écosystème Paris-Saclay, justement, avec des interventions des startups Alice et Bob, Quantifi, Qubit Pharma, Pascal, Very-Claude, Cryoconcept et même Candela. Et aussi IBM, Airbus, Quantonation. Bref, ça fait beaucoup de beau monde. Mais en peu de temps, Pareil. hein, je crois que ça dure 2-3 heures, donc c'est Ouais, très, donc très dense. ça va être péchu. Mais bon, ça fait Et un beau casting. sa boîte C'est à bien. Versailles, c'est pas bling bling, c'est pas au château de Versailles. Je crois que c'est à l'hôtel de ville ou un lieu On public, vous mais bon, voilà. mettra le petit lien Eventbrite, mais en tout cas, voilà, c'est facile pour s'inscrire. Et puis dernier événement où vous pourrez participer aussi, c'est l'édition spéciale Quantique et IA des rencontres de l'intelligence économique de Paris-Saclay sur le site de Nano Innov de Palaiso. Ça va couvrir les enjeux géopolitiques de l'IA et des technologies quantiques. Ce sera le 30 octobre. Et à noter, bien évidemment, l'intervention de Pascal Senelard sur ce que font les Chinois dans les technologies quantiques. Il y a des choses à raconter et elle a peut-être des petits secrets et des petites Pas nouveautés à forcément des nous secrets, mais elle est bien au courant des efforts que déploient les expliquer. Chinois, je dirais, qui relèvent de la force brute, hein, avec beaucoup d'investissements, beaucoup de moyens physiques. Tout ça pour Euh, la copier, en fait, en plus. Hein, c'est et vachement. dans certains cas, pour copier effectivement des technologies qui viennent d'Europe et de chez elle, entre autres. Oui. Voilà, ouais, sur les photos, on sait qu'ils travaillent dur. Et puis, il y aura aussi Alain Juillet, Étienne Klein et Alexei Grimbaum. Ces deux derniers sont du CEA. Donc voilà, ça fait un super line-up d'intervenants sur ce sujet de géopolitique. Ça C'est la fait. première fois, hein. C'est la première fois Ouais. que je vois une conférence organisée sur cette thématique. Alors, il faut savoir qu'elle couvre à la fois l'IA et le quantique, hein. Mais elle couvre les aspects géopolitiques de l'IA et du quantique. Et c'est intéressant d'aborder ces deux sujets sous cet angle-là. Ouais. On sait qu'il y a un vrai enjeu mondial et souverain pour le pays qui va sortir quand même la première machine. Donc, et de tout ce qui se fait aussi autour de l'IA actuellement, Les même machines, il y en a déjà, hein. oui, oui. Non, mais dès qu'ils tournent, tu vois, et qui vont changer la donne. Oui, Donc voilà. voilà. On va en parler tout à l'heure. Exactement. Et puis, bon, alors toi, le dernier, c'est ta petite cerise sur le gâteau. C'est l'annonce du plan quantique par le président de la République qui interviendra de manière impromptue, on espère, dans pas trop longtemps, mais ça commence à traîner, hein, ça fait quand même des mois. Mais bon, il y a eu le Covid, Olivier, il faut être patient, il y a des choses. Après, c'est vrai qu'on est quand même un peu à la bourre par rapport aux autres pays, hein. Même Trump, il a déjà signé plein de chèques là-dessus. Il est temps qu'on s'y mette. En fait, Euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la lenteur, elle n'est pas que politique. Effectivement, le plan n'est toujours pas Vas-y, annoncé raconte-nous un peu officiellement. les Ouais, détails. des petits dessous de l'histoire. Il y a certainement une lenteur politique liée au fait que le président de la République a un agenda bien rempli, ce qui fait que c'est pas évident de l'avoir. Mais il y a des lenteurs aussi du côté de l'administration, dans différents endroits que je ne citerai pas, qui font que l'exécution du plan prend du retard aussi. Donc les deux vont de pair, en fait. On croit souvent qu'il n'y a que le politique dans le secteur public, mais il y a le politique et l'administration. Et une des raisons qui fait que l'administration est relativement lente, c'est qu'elle est débordée par tous les éléments du plan de relance.
il y a énormément d'actions à lancer dans tout un tas de domaines vis-à-vis de tout un tas d'entreprises et de secteurs d'activité, ce qui fait que un secteur précis comme le quantique est noyé dans la masse de tout un tas de priorités et ça ralentit le process. Bon, espérons qu'ils arriveront à trouver une voie rapide à un moment et à sortir du bouchon. Exactement. Alors, on va partir sur l'actualité à commenter parce que ce n'était que la première partie de l'émission et nous avons mis 10 minutes à vous parler juste des événements. C'est pour vous dire combien ça s'est chargé en ce moment. Et la news numéro 1, c'est D-Wave qui annonçait le 29 septembre la mise en production dans le cloud de leur nouveau calculateur quantique à recuit quantique de 5000 qubits. Ils ont encore doublé, c'est ça, Olivier ? Ils étaient à 2048 jusqu'à présent. Ouais, Alors, c'est une annonce qui est importante, mais qui était attendue. Ça fait déjà 1 an à peu près que D-Wave avait annoncé cette nouvelle génération de calcul quantique adiabatique. Donc, ils avaient annoncé qu'ils feraient 5000 qubits et quelques. La technologie, en fait, s'appelait Pegasus et l'ordinateur qu'ils ont lancé s'appelle Advantage. Il faut suivre un peu la terminologie. Et en fait, ce qu'ils ont annoncé correspond exactement aux spécifications techniques qui étaient déjà connues depuis 1 an et que j'ai eu l'occasion de décortiquer dans mon bouquin sorti il y a quelques semaines. Et ils ont associé ça à l'annonce d'évolution de leurs outils de développement qu'ils ont essayé d'optimiser aussi et de quelques études de cas pas inintéressantes. Le propos de D-Wave, c'est de dire qu'avec leurs 5000 qubits, maintenant, ils atteignent une échelle de puissance qui permettent d'utiliser leur machine pour des applications industrielles. Oui, il y a des vrais cas d'usage qui sont intéressants. Voilà, il y a des cas d'usage qui commencent à apparaître, alors surtout des cas d'optimisation. Des cas d'optimisation divers pour le retail, pour le monde automobile, pour différents cas d'usage. Et d'une manière générale, D-Wave m'a toujours intrigué parce que D-Wave, ça fait des années qu'ils existent. La boîte était en 99. Leur première machine date de 2012-2013 à peu près. Là, on en est à la 5e ou 6e génération de machines. Et c'est un type de calcul quantique qui est considéré comme un peu le mouton noir du quantique. Les puristes, les physiciens, les algorithmiciens ne jurent que par le calcul dit à porte universelle. Et le calcul sur des systèmes dits adiabatiques utilise une méthode différente de programmation. Ce n'est pas le même modèle. C'est un modèle où, au lieu d'avoir des portes quantiques qui agissent sur des qubits individuels, consiste en fait à créer presque une sorte de réseau de neurones de qubits qu'on relie entre eux avec des poids, sachant que chaque qubit a un état qui est 0 ou 1. Et le système, il cherche à optimiser les 0 et les 1 pour minimiser en gros ce qu'on appelle un Hamiltonien, qui est en gros l'énergie totale du système. Et ça permet de trouver un minimum qui est par exemple le parcours le plus court pour aller d'un point à un autre, passant par plusieurs étapes, un minimum énergétique d'un système moléculaire, etc. Et en fait, ça marchotait en tout cas jusqu'à présent, et avec 5000 qubits, il semblerait qu'on puisse faire des choses pas inintéressantes. Ouais, en fait, ça permet pour l'instant de faire certains types de calculs qu'on ne peut pas encore faire avec les autres machines parce qu'elles ne sont pas assez puissantes. Et après, on sait que ça ne fera pas tout ce que pourrait faire un vrai ordinateur quantique tel qu'il est censé être. Oui et non. En fait, il existe un théorème qu'on trouvait il y a 1 an ou 2. Il existe un théorème qui dit qu'il y a un principe d'équivalence, en tout cas à l'échelle polynomiale, entre un temps de calcul sur de l'adiabatique à la D-Wave et un temps de calcul sur un ordinateur à qubit universel, à porte universelle. Il y a une équivalence. Alors, les 2 principaux algorithmes qui sont difficiles à exécuter sur du D-Wave, c'est l'algorithme de Grover qui permet de faire de la recherche dans une base de données, et le deuxième, c'est l'algorithme de Shor qui permet de faire de la factorisation de nombres entiers. C'est 2 algos qui sont difficiles à faire sur du D-Wave, pas impossible, mais disons difficiles. Mais la grande partie des autres algorithmes, qui sont des algos d'optimisation, ils sont exécutables sur ce genre de machine. Donc, voilà. Alors, il faut savoir qu'un nombre de qubits chez D-Wave, donc 5000 aujourd'hui, n'est pas équivalent à 5000 qubits en porte universelle. Aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a un ratio à peu près de 1 à 100, c'est-à-dire que au nez, au doigt mouillé, il y a 5000 qubits, c'est équivalent à une 50aine de qubits à porte universelle. Je dis bien au doigt mouillé parce que ça dépend des problèmes qu'on veut résoudre. Moi, il y a un autre truc qui m'intéresse beaucoup chez D-Wave, c'est que la puce de D-Wave, c'est probablement aujourd'hui dans toutes les puces de calcul quantique, notamment quand on compare à celles de Google et d'IBM qui font du calcul à porte universelle sur des qubits supraconducteurs, ou même les puces silicium ou d'autres types de puces à ions piégés. Aujourd'hui, la puce de D-Wave, c'est la plus sophistiquée du monde. Il faut bien voir qu'elle a 5000 qubits, mais chaque qubit est relié à 15 de ses voisins. Et par ailleurs, il y a l'équivalent d'1 million
de ce qu'on appelle Port-Josephson. C'est l'équivalent d'un transistor supraconducteur, pour faire simple, hein, parce que ce n'est pas vraiment un transistor, mais en gros, il y a 1 million de composants dans ce processeur, ce qui est quand même beaucoup. Et c'est une merveille de technologie qui est, je dirais, sous-estimée, je pense, par l'ensemble du marché aujourd'hui. Bon, en tout cas, voilà, c'est intéressant parce que c'est vrai que même nous, au début, on se disait, bon, est-ce qu'ils font pas un peu du bullshit et tout? Et en fait, on se rend compte que ça avance bien, que ça fait des choses et on leur souhaite tout le bien du monde. Alors, on va enchaîner avec la deuxième news. Le lendemain, quasiment, hein, on apprenait le 30 septembre que la start-up SQC de Michel Siemens recrutait John Martinis. John Martinis, on le rappelle, qui était chez Google pour la fameuse suprématie quantique. Alors ça veut dire quoi tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Alors c'est très étonnant. C'est très étonnant. Hormis qu'il se barre en Australie, du coup. Alors voilà, il se barre en Australie au minimum pour 6 mois. En gros, il a une période d'essai de 6 mois et s'il s'y plaît à Sydney, il y restera. Alors, venant de Santa Barbara en Californie, ce n'est pas un trop gros changement. Sauf que peut-être qu'à Sydney, il y a moins d'incendies qu'en ce moment en Californie. Mais non, ce qui est très surprenant, c'est que John Martinis, depuis qu'il travaille dans le quantique, hein, depuis au moins 20 ans, c'est un grand spécialiste des qubits supraconducteurs. Et là, il atterrit dans une start-up qui est issue de UNSW, l'Université South Wales, donc Nouvelle-Galles d'Australie, mais qui est une start-up qui est spécialisée dans les qubits silicium. Donc, il y a une autre technologie qu'on peut considérer comme étant concurrente de celle des qubits supra. Alors, est-ce que John Martinis est un transfuge qui quitte un domaine pour aller dans un autre? Alors oui et non. Oui, parce qu'effectivement, ce sont des qubits de nature différente, mais non, parce qu'en fait, ces deux types de qubits ont pas mal de points communs. Ils ont pas mal de points communs, notamment au niveau de la manière dont on les contrôle. On les contrôle tous les deux avec des micro-ondes qu'on envoie avec des générateurs de micro-ondes à haute fréquence. Alors, quand on est en supraconducteur, c'est des micro-ondes qui sont entre 4 et 8 GHz, alors que quand c'est du silicium, c'est plutôt au-dessus de 20 GHz. C'est d'ailleurs 2 bandes de fréquences utilisées dans la 5G, hein, sur les ondes, sauf que là, on utilise des câbles coaxiaux pour piloter ça. Et donc, les problématiques qu'on a pour la montée en puissance de ces types de qubits, elles sont assez voisines. Il y a des problèmes de thermodynamique, il y a des problèmes de câblage, des problèmes de miniaturisation de composants de contrôle dans le cryostat, donc dans la partie qui est refroidie dans l'ordinateur. Et donc, je pense que comme John Martinis s'était pas mal intéressé à ces questions de montée en puissance en nombre de qubits sur le supraconducteur, il n'est pas impossible qu'il puisse appliquer ce sur quoi il avait travaillé dans le supra dans le domaine du silicium. Alors, les mauvaises langues diraient que ça veut dire que c'est le champ du signe du supraconducteur face au silicium. Je n'irai peut-être pas jusque-là, il faut être prudent, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours, surtout qu'on avait commenté il y a 2 semaines les annonces d'IBM qui voulaient aller jusqu'à 1 million de qubits en supraconducteur. Donc, on voit qu'il y a des velléités de monter en puissance en nombre de qubits dans toutes les filières. Donc, non, mais il y a quand même plein de scénarios possibles. Le gars, il en avait peut-être marre, il avait envie de changer. C'était peut-être la seule opportunité qui le challengeait un peu. On sait tous qu'il y a des choix à des moments dans sa carrière et des envies de changement. Peut-être qu'en effet, on connaît certains ou certaines scientifiques qui pourraient changer, je pense, de secteur pour aller vivre en Australie. Donc, va savoir. En fait, on est un peu au début de la course de Podracer. Ouais, c'est ça. On ne sait pas qui est Anakin dans l'histoire. Ouais, il faut se méfier parce qu'Anakin, il devient Dark Vador. Donc, oui, voilà, c'est le problème. Voilà. C'est le problème des analogies. Ouais. Attention. Mais c'est marrant quand même. Voilà. Bon, on continue avec la 3e news. Et on en a quand même 6. Hein, donc, vous voyez, on n'a pas fini. C'était une semaine très remplie hein, quand même. D'ailleurs, je trouvais ça un peu agaçant parce que à peine j'avais digéré une news importante que je retrouvais une nouvelle, je disais, ils vont pas s'arrêter là. Voilà, moi j'ai pas arrêté de recevoir une mise à jour de l'émission, alors qu'on devait parler que de 3 sujets, on est arrivé à 6. Donc, mais on va continuer du coup, parce qu'on a peu de temps. IonQ annoncé alors du coup le lendemain, après le 29, le 30, le 1er octobre, l'ordinateur quantique le plus puissant du monde, rien que ça, après Google, IBM et Newell. 32 qubits de qualité, voilà. C'est un vrai, ça y est, celui-là, il est beau, c'est des vrais 32 bits de qubits. Alors, à la différence de Newell et de ses annonces de mars et juin dernier qui étaient 4 et 6 qubits à ion piégé, là, on est à 32 qubits de qualité équivalente, aussi à ion piégé. Et alors, pourquoi ils prétendent que c'est l'ordinateur le plus puissant du monde? Tout simplement parce qu'ils utilisent le fameux métrique du quantum volume d'IBM,
que je n'aime pas beaucoup, qui est très simplificateur, qui est très très dur à comprendre d'ailleurs dans la manière dont il est calculé, parce que c'est à peu près imbitable pour le commun des mortels comprendre comment c'est fait. C'est pas juste on multiplie un nombre de qubits par un nombre de portes quantiques qui délimiterait par exemple la longueur du calcul qu'on peut exécuter. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est à peu près cette formule-là, mais en tenant compte du fait qu'ils utilisent un benchmark aléatoire qui doit donner un résultat qui est bon 2 fois sur 3. Donc, va-t-en comprendre ce que ça signifie. Donc, avec effectivement ces 32 qubits, ils ont obtenu un volume quantique, alors tiens-toi bien, de 400 000, sachant que le record précédent était de 64. Ah Donc, ouais. ça donne l'impression que c'est gigantesque comme progrès. Bon, alors c'est lié au fait que le taux d'erreur des qubits est assez faible, ce qui fait qu'on peut exécuter un grand nombre de portes quantiques à la queue leu avant d'atteindre le fameux tiers d'erreur de ce benchmark. Mhm. Et donc, ça permet effectivement d'obtenir ce volume extrêmement impressionnant. Mais ça reste que 32 qubits pour autant. Donc, avec 32 qubits, on ne fait pas grand-chose. 32 qubits, ça s'émule sur un serveur Intel. Donc, c'est peut-être l'ordinateur quantique qui a le plus gros volume quantique d'aujourd'hui, mais ce n'est pas un ordinateur plus puissant qu'un serveur Intel. Donc voilà, il y a encore du boulot pour dépasser réellement la puissance des machines classiques. Voilà. Ce qu'on sait, c'est que la start-up, elle est financée à hauteur de 84 millions de dollars. Mais donc, attention à cette prouesse parce qu'elle n'est pas documentée en détail. C'est peut-être à prendre quand même avec... Comme d'habitude, les acteurs du privé, quand ils font des annonces tonitruantes dans les médias, ils commencent d'abord par faire un communiqué de presse et souvent, il faut attendre un peu pour récupérer une publication scientifique avec un benchmark, avec des chiffres, avec des configurations détaillées. Là, il n'y a rien. Les seuls qui font ça bien, c'est Honeywell, parce que dans le record qu'ils avaient battu là, entre mars et juin dernier, ils avaient vraiment publié des papiers détaillés sur ce qu'ils faisaient avec leurs ions piégés. IonQ, bon, en même temps, IonQ, ça fait des années qu'ils existent. Hein. C'est une spin-off de l'Université de Maryland, créée par Christopher Monroe. Christopher Monroe, elle est très connue. Le mec, il intervient dans des conférences sans arrêt, donc il y a de la littérature sur ce qu'il fait. Mais là, sur les 30... Il faut savoir que, par ailleurs, il y a un peu un loup dans la bergerie, dans l'histoire, c'est que IonQ, ils avaient fait des expériences il y a quelques années où ils avaient montré qu'ils obtenaient une performance correcte avec 11 qubits. Après, ils ont annoncé qu'ils avaient atteint 79 qubits, mais là, sans préciser la qualité. C'est comme une histoire de Google qui avait annoncé 72, puis est redescendu à 53. Donc, en fait, ils ont fait 11, 79, je me demande s'ils n'ont pas monté à 120 et quelques, 129 à un moment donné, et puis là, ils redescendent à 32 pour avoir la qualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les ions piégés, comme d'ailleurs dans la plupart des technologies, quand on augmente le nombre de qubits un peu trop rapidement, et qu'on ne contrôle pas physiquement la manière dont ça fonctionne, eh bien, on augmente le taux d'erreur des qubits et Oui, ils deviennent inutilisables. Donc, on est obligé de revenir un peu en arrière, redescendre à 32 avant d'améliorer la qualité. C'est comme quand tu fais des mesures avec des angles, si tu as dévié d'1 degré au départ, ça ne se voit pas beaucoup, mais plus tu vas loin dans le truc, plus l'écart est grand en fait. Et c'est un peu le paradoxe de ces technos, c'est qu'à un moment donné, ils génèrent une performance qui est extrêmement impressionnante parce qu'ils ont une très bonne qualité et 32 qubits. Par contre, à ce que j'en sais, la technologie que IonQ utilise, qui est ce qu'on appelle une technologie 1D, c'est des ions qui sont alignés en randonnion sur un fil. Ils sont suspendus dans l'air magnétiquement. Là, c'est une technologie qui n'est pas évidente à faire scaler au-delà de 50 qubits à une centaine de qubits. Alors que Honeywell, dont on va parler tout à l'heure, eux, ils ont une technologie 2D qui peut-être potentiellement pourrait scaler un peu mieux, mais avec d'autres inconvénients. Voilà, donc justement, le même jour, du coup, les fameux Honeywell annonçaient le doublement de la puissance de ces qubits en passant d'un volume quantique de 64 à 128, qui ne signifie pas le doublement de son propre nombre de qubits. Donc vas-y, je te laisse repréciser. Non, mais c'est absolument énorme en termes de communication. C'est-à-dire que tu vois un papier où il montre qu'il passe de 64 à 128, mais il ne précise même pas le nombre de qubits. Dans tout le papier qui est publié, il n'y a même pas le nombre. On suppose que c'est les 6 de juin dernier. Ouais. Bon, ok. Ils doublent le volume quantique. C'est lié au fait qu'en fait, ils ont dû améliorer à la marge, ils ont réduit en fait le bruit et amélioré la fidélité des qubits à ions piégés dans leur système à 6 qubits. Mais voilà, quoi. Bon, alors, je ne suis pas étonné de cette annonce parce qu'elle intervient le jour même de l'annonce d'IonQ. Oui, c'était pour marquer un peu le terrain. Ils sont concurrents. Il faut savoir que IonQ et Honeywell utilisent tous les deux des ions piégés. Ils ont tous les deux des gens, des scientifiques qui viennent de l'Université de Maryland et d'autres qui viennent de celle de Boulder dans le Colorado. En gros, c'est un petit club, le club des rouges, le club des bleus, qui se bat là sur les ions piégés aux États-Unis.
Bon, alors on va revenir en France parce qu'on a aussi des news françaises et ça c'est bien. Candela a lancé sa nouvelle génération de générateurs de photons uniques. Quand on sait que c'est les plus propres et les plus beaux au monde, c'est vachement bien quand même. Il faut le repréciser. Tout à fait, oui. Et est-ce qu'on est du coup en route pour le calcul quantique à base de photons, Olivier? Au départ, l'offre de Candela, elle est neutre par rapport aux usages. Elle peut servir aussi bien à créer des expériences de physique, elle peut Mhm. servir à faire du calcul quantique, elle peut servir aussi à faire des télécoms quantiques, donc, ou de la cryptographie. Donc, il y a beaucoup d'usages. L'espoir de la société, c'est qu'effectivement, ces qubits photons puissent servir à faire du calcul quantique. Et pour ce faire, en fait, la société, en fait, elle est partenaire au moins de deux entités remarquables. Il y en a une qui est l'Université Sapienza à Rome, avec une équipe alors, je ne me rappelle jamais de son nom, c'est Scarino, Fabio Scarino, qui est un grand photonicien italien, qui fait ce qu'on appelle les expériences d'échantillonnage de bosons. Alors, c'est un peu cryptique comme expression. En gros, c'est des expériences de suprématie quantique avec des bosons, similaires à celles que les Chinois ont fait il y a un an. Et lui, il travaille là-dedans pour essayer de créer des systèmes pilotant plusieurs qubits photons en même temps. Et en parallèle, Candela est partenaire d'une start-up des Pays-Bas qui s'appelle Quix, qui, elle, travaille sur des composants nanophotoniques pour faire du calcul quantique et qui est une sorte de concurrent de Psyquantum aux États-Unis et en Angleterre ou de Orca qui est aussi en Angleterre. Donc, il y a quelques startups comme ça qui se battent en duel sur les qubits photons et Candela est partenaire d'une de ces boîtes-là. Et alors, je peux décrire quand même ce qu'ils font parce que c'est assez remarquable. Mhm. Ils ont une source de photons qui est en fait ce qu'on appelle un quantum dot. Alors, c'est pas exactement le même quantum dot que ceux que vous avez dans vos télés. C'est pas ce que je m'en mets dans ma télé Voilà, Samsung. c'est pas dans ta télé Samsung avec des quantum dots qui permet d'améliorer le spectre colorimétrique du rétroéclairage blanc ou blanc-bleu de tes phosphores de ton écran LCD. C'est un atome qui est planqué dans des semi-conducteurs, qui est excité par un laser et qui génère ces fameux photons. C'est plutôt des trains de photons en fait. C'est pas des photons, on appelle ça des photons uniques, mais en fait c'est un système qui émet des photons à intervalles de temps identiques. Et c'est des photons qui ont tous la même caractéristique. Et ils ont une caractéristique, ces photons, c'est qu'on ne peut pas les distinguer les uns des autres. Si par exemple on utilise une ligne à retard et qu'on on les remet en parallèle, on ne va pas pouvoir les distinguer les uns des autres. Et ça, c'est très utile pour faire du calcul quantique. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est très utile pour ça. Et alors, ils ont fait un truc absolument dingue, qui est extrêmement astucieux, c'est qu'ils ont été capables d'utiliser une fibre laser pour la mettre directement sur le système semi-conducteur qui contient l'atome qui est piégé et qui va générer ces photons. Donc ça permet de miniaturiser le système, ça permet de le rendre beaucoup plus fiable, et ça leur a permis notamment de créer un système assez design, qui est très joli d'ailleurs en termes de conception visuelle, et qui tient dans un rack, cryostat compris, parce que quand on met ça en place, il faut un cryostat pour la source laser du système. Le générateur de photons, lui, il n'est pas refroidi, mais le générateur le laser lui-même, il est refroidi. Et ça peut compléter une expérience de photonique qui va faire ou du calcul quantique ou autre chose. Et donc, c'est une vraie prouesse industrielle dans la mesure où il ne faut pas oublier que Candela commercialisait déjà ses premières sources de photons. Mhm. Ils avaient déjà vendu dans le monde, dans des laboratoires, dans des entreprises du monde entier, leur première génération. Donc, on a une start-up qui est à sa deuxième génération de sources de photons. Donc, ce n'est pas une start-up qui est dans le vaporware, hein, c'est une boîte qui vend des vrais Non, produits. non, c'est une boîte qui est efficace, qui vend Alors, et qui est bien présente. c'est pas une unicorne, évidemment, parce qu'il n'y a pas d'unicorne dans ce domaine-là, mais c'est une entreprise qui gère sa croissance de manière, je dirais, régulière, Organique, ouais. oui, organique, qui a réussi à lever un petit peu de fonds récemment, notamment avec Cantonation, et qui est un peu partout d'ailleurs dans l'écosystème français. Et voilà, et c'est une startup qui a été créée par Valérian Guez et Nicolo Somachi, dont la directrice scientifique est Pascal Senlard, dont on vous parle assez souvent. Et donc c'est une très belle boîte, quoi. Bon. Et on va finir avec Cryo Concept, eh bien, qui a été acquis par Air Liquide à la fin du mois dernier. Donc, ça signifie quoi exactement ça? Pourquoi cette acquisition et à quoi ça va leur servir? Alors pour mémoire, Clio Concept, c'est une société assez ancienne qui a été créée à l'origine par des gens qui avaient travaillé avec le CEA, mais il y a très longtemps, et qui est devenue autonome depuis, et qui crée des cryostats. Donc un cryostat, ce sont des systèmes qui servent à refroidir des installations physiques, notamment pour faire du calcul quantique.
Et ils ont des cryostats qui sont capables de descendre à très basse température, donc aussi bien pour des expériences de physique que pour du calcul, donc jusqu'à ce qu'on appelle la barrière des 20 millikelvin, des 15 millikelvin. Et c'est des cryostats assez efficaces, notamment en termes de vibration, qui permettent de bien isoler les qubits qui sont placés dans l'étage le plus bas. Alors, ils ont d'ailleurs récemment commercialisé ça auprès de différents acteurs dans différents pays. Enfin, je ne peux pas tous les citer de tête. Et ils en ont vendu 2 d'ailleurs récemment au CEA et au CNRS à Grenoble qui va les utiliser pour faire ces expériences de qubits de silicium dans l'équipe de Tristan Meunier à l'Institut Néel. Donc voilà. Alors, pourquoi l'acquisition par Air Liquide est importante? C'était une toute petite entreprise, de même pas une dizaine de personnes. Donc le fait qu'elle soit maintenant adossée à un très gros de la cryogénie, Air Liquide, ça va probablement lui donner des ailes. Ça va permettre de se développer à l'international plus efficacement. Ça permettra aussi d'intégrer ça dans une stratégie plus large. Il faut savoir qu'Air Liquide est présent dans tout un tas de briques du monde de la cryogénie. Voilà, je dirais que globalement, on va dire, je vais faire du marché, mais c'est du globalement positif parce que ça permettra à la boîte de se développer et ça permettra aussi de consolider l'indépendance française dans le domaine. Parce que dans le monde des technologies quantiques, le fait de disposer de nos propres technologies de cryostat, ça permet d'éviter de dépendre d'autres pays qui pourraient éventuellement nous bloquer l'accès à ces technologies. Et on a vu dans cette crise du Covid que c'est important d'être assez indépendant technologiquement sur pas mal de choses et pas que. Alors même si, petit bémol à ce que je viens de dire, qui est peut-être un peu tiré par les cheveux, les 2 principaux concurrents de CryoConcept sont européens, donc le risque était plus faible. Il y a un très gros concurrent américain. Il y a 2 concurrents. Il y en a un qui est hollandais qui s'appelle Leiden, qui fait des très grosses installations, et un concurrent finlandais qui s'appelle Bluefors. Il y a un concurrent anglais, Oxford Instruments. Bon, voilà, donc ça permet d'avoir une certaine autonomie en Europe et en France. Bon, c'est déjà bien. Bon, allez, on va terminer. Pour tous ceux qui ont du mal à suivre et qui ne comprennent pas toujours tout, comme moi, même si moi, ça fait déjà 3 ans que j'ai le nez dans le quantique avec Olivier, j'arrive toujours pas à tout retenir parce que je ne fais pas que ça. Mais en tout cas, ça permet de savoir. Un petit bouquin que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps et que je trouve bien, c'est plus pour voir aussi avec vos enfants ou vos ados expliquer certains concepts. Mais ça s'appelle 3 minutes pour comprendre les 50 plus grandes théories de la physique quantique. Alors, c'est les bases. Espérons qu'ils en sortent un sur l'informatique quantique, ce serait encore mieux. Ce serait mieux parce que je trouve qu'il y a trop de bouquins sur la physique quantique et pas assez du même genre sur l'informatique quantique. Oui, voilà. Et moi, si les gens étaient paresseux, ils s'arrêtent tous en parler. Comme je n'ai pas encore vu celui de Bobrov, je ne peux pas dire s'il est bien ou pas sur la physique quantique, mais celui-ci, je trouvais bien parce que c'est une page, un truc, ça, tu vois, l'interprétation de Bohm ou la réduction par la conscience, voilà. Il y a plein de trucs. Non, ouais, il y a des trucs un peu. Il y a des points quantiques, regarde. Tu vois, il y a le chat Schrödinger. Non, mais ça vous permet de vous endormir un peu moins con tous les soirs si vous n'avez pas encore les bases. Voilà, moi j'aime bien ce genre de petits bouquins à voir sur la table de nuit. T'as pas à lire beaucoup de pages et ça te permet. Si vous êtes ingénieur et que vous voulez vraiment comprendre l'informatique quantique, vous avez un autre bouquin à vous mettre sous la dent et il est gratuit celui-là. C'est les 600 pages d'Olivier Zrati sur le sujet et ça se lit tout seul aussi le soir. C'est vachement bien pour s'endormir. Exactement. Bon, écoute, Olivier, merci. On a réussi à faire cette émission en moins de 35 minutes, malgré tous les sujets, ce qui est bien. On se retrouve très vite, parce que si ça continue à affluer comme ça, je sens qu'Olivier va me pourrir tous mes week-ends pour enregistrer un podcast. Donc, voilà, à très vite. Portez-vous bien et faites attention, masquez-vous bien. Ciao, salut À la Olivier. prochaine.